Je passe tout de suite la parole à la salle pour vos questions, car nous avons 11 minutes. Monsieur, au troisième rang, on vous apporte un micro. Oui, on parle beaucoup de véhicules électriques et sans doute à terme, ils vont remplacer tous les véhicules à essence et à diesel. Avons-nous fait une estimation de la consommation électrique que ça représente? Est-ce que les moyens et les réseaux actuels peuvent supporter ce type d'évolution? Je pense que, Fawzi, vous êtes dans une institution publique. Ça vous importe de savoir si c'est possible. Oui. Alors, le problème alors, si j'ai bien compris, c'est mis à l'échelle. Si vous avez des centaines de milliers de véhicules électriques, si cela peut répondre. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, un des problèmes du véhicule électrique, c'est l'autonomie, déjà. Deux, c'est les points de charge. On n'a pas assez de points de charge. Troisièmement, c'est les standards. Nous n'avons pas les mêmes standards pour les différents véhicules. Au-delà de cela, pour les problèmes purement énergétiques, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les smart grids. Les smart grids, c'est un concept qui consiste à dire, voilà, tous les véhicules, les maisons... Autrement dit, réseaux intelligents. Les réseaux intelligents, ce sont des réseaux qui sont censés partager ou bien gérer la charge électrique domestique, que ce soit la voiture, la maison, au niveau d'une ville par exemple. On pourrait imaginer qu'un véhicule qui n'a pas besoin de sa charge actuelle restitue au réseau sa charge électrique pour que ce soit utilisé en une heure de pointe par exemple. Et au contraire, quand il y aura besoin pour tous ces véhicules le matin d'une charge électrique importante, que ce soit restitué par le réseau vers les véhicules. Mais ce sont des concepts encore, j'allais dire, futuristes. Ce qui est important, c'est de développer le réseau de points de charge, déjà, ce qui est très, très important. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Et pour prolonger la question de monsieur, et je vais reprendre les termes très récents du président de la République, ce qui nous importe, c'est de savoir aussi si on va développer tous les moyens de stockage d'énergie. Oui, c'est ça. Ça va être ça, une des clés absolues de la transition écologique et énergétique. Monsieur le maire, une question. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, l'électricité l'énergie qui est utilisée, en France notamment, est essentiellement d'origine nucléaire. Donc il va falloir développer effectivement des énergies renouvelables avec le problème du stockage que vous avez évoqué. Donc c'est une remarque plus qu'une question. Autre question. Alors, soit tout le monde a très très faim et a envie de partir très vite. Alors, sur les drones, vous avez donc écarté le problème des drones militaires, ce que l'on connaît. Vous avez évoqué le problème de la sécurité. Je dois dire que pour nous, responsables donc, de la sécurité publique, nous avons un véritable problème. Alors, on a mentionné qu'effectivement, donc la DGAC a permis à un drone d'évoluer, mais par exemple ici, nous ne sommes pas couverts. Donc, il faut être extrêmement réaliste. Il y a quand même une utilisation de drones qui peut être faite par des terroristes, parlons clairement. Un drone qui vient, qui vous lâche une grenade à un endroit donné. Donc ça, c'est un véritable danger à l'heure actuelle et je pense qu'il faut s'attaquer à ce problème-là très rapidement parce que nous avons constaté qu'il y a des utilisations de drones qui ne sont pas contrôlées à l'heure actuelle, donc à l'encontre de la réglementation. On a vu ça sur Saint-Tropez à plusieurs reprises. On n'a pas identifié donc des opérateurs de drones qui survolent des villas. Parce qu'à l'heure actuelle, les drones sont télépilotés d'une distance de plus en plus importante. Donc on a vu des drones stationnaires au-dessus de Saint-Tropez le soir, sans que la gendarmerie ne puisse immédiatement identifier d'où partaient ces drones. Donc on a là un véritable problème. C'est les drones paparazzi, oui.
Alors effectivement, on est dans une période quand même d'immaturité de ce nouvel outil qui a trouvé une place économique, mais qui aussi a trouvé une place, entre guillemets, du mauvais côté de la force. Alors, très rapidement, il faut reconnaître aussi à la France, cette fois-ci, toujours dans le sens de la réglementation, une initiative rapide, c'est-à-dire dès 2015, suite au survol de centrales nucléaires, une loi a été promulguée en octobre 2016 qui vise à contenir, je dis bien contenir, mais pas réduire à 100% malheureusement, le phénomène des drones à usage illicite, voire malveillant. Comment ? Simplement déjà en faisant en sorte qu'au-delà d'un certain seuil de masse, aujourd'hui qui est à 800 grammes, à partir du 1er juillet 2018, vous achetez un drone, vous vous enregistrez. Donc, nom, prénom et identifié avec le numéro de série de la machine. Ce qui fait qu'effectivement, si la gendarmerie de Saint-Tropez, après cette échéance, voit un drone de plus de 800 grammes et l'intercepte, avec un numéro de série, elle pourra remonter sur la personne qui s'est enregistrée. Deuxième élément, c'est qu'il y a aussi un niveau de formation pour les personnes qui, de bonne foi, achètent un drone mais ne savent pas s'en servir. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de vendeurs qui sont contents de vendre mais qui se libèrent assez rapidement d'un certain nombre d'obligations, au moins morales, qu'ils devraient avoir, faire en sorte que ça n'aille pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Obligation de formation et puis une obligation de signalement aussi du drone, c'est-à-dire qu'on va immatriculer les drones, les signaler avec probablement une puce ou un dispositif émettant qui fera qu'à partir de 300 mètres, toujours pour ces drones de masse de plus de 800 grammes, il y aura la capacité pour un agent de la force publique, avec un smartphone par exemple, de savoir à qui nous avons affaire. Alors, tout cela va avoir des effets progressifs. Nous faisons partie à la Fédération professionnelle du drone civil des acteurs qui promeuvent un peu ce type d'initiative parce que les professionnels veulent opérer en toute légalité et surtout ne veulent pas être pollués par les autres non professionnels. Et puis, malgré tout, il y a un temps d'adaptation et d'implémentation de ce type de dispositif. Et pour terminer, effectivement, la menace terroriste, alors, elle n'est pas nulle, la probabilité n'est pas nulle. Elle reste malgré tout assez faible parce qu'en fait, on s'aperçoit que faire voler un drone et mettre un petit dispositif, ne serait-ce qu'explosif, c'est une action qui est relativement complexe par rapport au fait que d'autres moyens peuvent exister, et que ce soit des voitures, des camions béliers ou des kalachnikovs. Pour autant, de ce que nous savons des services de l'État, ils sont particulièrement actifs et sensibles dès lors que vous avez un événement à haute valeur ajoutée, où là, le risque, il est pris en compte, c'est-à-dire en termes de détection de la menace et même de neutralisation avec divers moyens, que ce soit des moyens mécaniques ou des moyens électroniques, puisque le drone est un moyen qui a aussi son électronique et qui peut être brouillé, même si c'est toujours, et je terminerai par là, c'est un petit peu le débat permanent entre le glaive et la cuirasse. Le glaive évolue, la cuirasse aussi, et tout ça se court après. Et malgré tout, je pense qu'on n'aura pas fini de parler des drones et des problèmes de sécurité qu'ils posent. Nous, professionnels, on aime bien parler aussi de ceux qu'ils résolvent. Voilà. Oui, je voulais demander, au sujet, justement, j'ai été très marqué par la réunion d'hier et de M. Salamatian. C'est un autre aspect de ce que vous venez de décrire, et pas spécifique au drone d'ailleurs, puisque tous les objets que l'on fabrique en innovation, à mon avis, aujourd'hui sont connectés. Comment empêcher ce piratage, cette utilisation dévoyée, etc., par les problèmes que soulevait M. Salamatian? Aujourd'hui, force est de constater que la plupart des drones qui sont vendus dans le commerce sont à câble. Ils ne sont pas forcément hackés, mais ils sont à câble. Donc aujourd'hui... H-A-C-K-A-B-L-E, oui. Pas A-câble. Hein. Oui, oui. Donc on peut les pirater. Voilà. Merci pour cette précision qui, à cette heure-là de la journée, effectivement, est fort utile. Donc, toujours est-il que sur le plan professionnel, ou même un drone carrément utilisé par la gendarmerie, déjà est plus robuste par rapport à ce type de menace.
Mais dès lors que vous avez justement des enjeux, vous avez de la forte valeur ajoutée, que ce soit valeur économique ou une valeur, on va dire, psychologique, il y a dans cette problématique-là un vrai sujet sur lequel les drones sont particulièrement exposés, tout comme le sont par exemple les caméras qu'on peut avoir dans les réseaux de sécurité et qui ont aujourd'hui un certain nombre de failles sur lesquelles il faut travailler, il faut durcir les systèmes, mais en parallèle, force est de constater que les hackers progressent aussi de leur côté. Pour finir, non, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est Monsieur Nachachibi qui a des questions pour vous, et c'est avec lui que nous allons terminer. Je suis absolument désolée, nous avons 1 minute. Oui, j'ai 2 petites questions, en fait, puisque vous ne voulez pas nous poser de questions. Non, je plaisante. La première question, dans l'hypothèse que le véhicule autonome et connecté soit une réalité, et que ce soit même accessible, rentable, combien de personnes parmi vous lâcheraient son véhicule et utiliserait exclusivement des taxis, ou appelons-le comme ce que vous voulez? Qui abandonnerait son véhicule et n'utiliserait exclusivement que des taxis automatiques ou véhicules autonomes? Ah oui, quand même. Oui, que ce soit rentable, bien sûr. Alors, un corollaire, une autre question. Vous savez très bien que vos véhicules ne sont utilisés que, on va dire, 10% de leur temps. Même pas, 5%. Le restant du temps, ils sont là, ils occupent de la place, et puis ils sont arrêtés, ils ne servent à rien. Moyennant une petite rétribution, partageriez-vous votre véhicule avec autrui? Imaginons que le véhicule soit automatisé, qu'il puisse aller d'un endroit à l'autre. Est-ce que vous partageriez vos véhicules moyennant quelque chose ou pas? Ah oui. Ça se fait dans la vie. Oui, mais là, en plus, le véhicule autonome pourra se déplacer plus facilement, aller chez vos voisins, etc. D'accord, merci. Bon, ça montre bien voilà, on a un sujet de discussion pour le repas. Je remercie profondément nos 2 interlocuteurs, nos 2 intervenants. Désolée pour Madame qui n'a pas pu poser sa question. N'y voyez aucun ostracisme. Et nous nous retrouvons à 14h30 où nous allons parler de l'innovation et la santé. Merci Monsieur Morelli, merci Monsieur Nachachibi.